Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur la page Facebook de Bibliothèques sans frontières. Il est 10h10 et bienvenue dans le live 10 sur 10 de Bibliothèques sans frontières. Aujourd'hui, comme tous les matins depuis le début du confinement, nous vous proposons un sujet à traiter avec vos enfants à la maison en cette période de confinement. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Grégoire, notre directeur du numérique à Bibliothèques sans frontières, qui est aussi le cofondateur de l'association Nothing to Hide, une association qui travaille sur la protection des données, sur les fake news et sur la diffusion et la protection de l'information. Bonjour Grégoire. Bonjour. Cette semaine, c'est la semaine de la presse et des médias. On vous a parlé notamment du dossier pédagogique qui a été lancé par le CLEMI. Et aujourd'hui, Grégoire va nous parler des fake news, des fausses nouvelles et de la façon de les détecter. Nous allons commencer dans une petite minute. Je profite juste de cette introduction pour vous rappeler que vous pouvez retrouver toutes les vidéos de Bibliothèques sans frontières sur notre site internet www.bibliosansfrontières.org pour la France et www.bibliosansfrontières.be pour la Belgique. Et par ailleurs, vous pouvez recevoir directement ces vidéos ainsi que les contenus que nous sélectionnons pour vous et vos enfants directement dans votre boîte mail en vous inscrivant à notre newsletter, pareil, qui se trouve sur notre site internet. Tous les liens seront bien sûr en commentaire de ce live. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Grégoire, notre directeur du numérique, qui va nous parler aujourd'hui de la façon de débusquer les fake news. Grégoire, c'est à toi. Merci Moucheng. Bonjour à tous et à toutes. Donc, pourquoi on a choisi de vous parler de fake news aujourd'hui? Parce que je suis sûr que parmi ceux qui sont sur le live, vous avez tous au moins reçu une information super importante d'un ou d'une de vos contacts qui dit attention, le coronavirus, les symptômes c'est ceci, les symptômes c'est cela. On a entendu que c'était caractérisé par une toux sèche, que les boissons chaudes tuaient le virus, tout ça est faux. Et dans cette crise, ce qu'il faut, là où il faut être très attentif, c'est justement à faire en sorte de ne pas relayer des fausses informations. Ça fait partie d'un comportement citoyen, de ce qu'on pourrait essayer de faire en tant que citoyen pour justement faire en sorte que cette crise ne soit pas plus grave qu'elle ne l'est. Donc aujourd'hui, on va essayer de brosser un petit tableau assez rapide en 10-20 minutes des réflexes qu'on peut adopter, nous, chacun devant notre écran, pour éviter justement de faire ça, de relayer une rumeur bidon sur WhatsApp, par mail, sur Facebook ou autre. Alors déjà, il faut savoir que les plateformes type Facebook, WhatsApp, Twitter ont déjà mis en place certaines mesures qui, selon elles, vise à diminuer la diffusion des fake news. Par exemple, WhatsApp, dernièrement, a limité le nombre de partages de messages. On est passé de 20 personnes à qui on pouvait faire suivre un message juste d'un clic à seulement 5. Et bientôt, ils vont mettre en place une fonctionnalité expérimentale qui s'appelle Search the Web, ou rechercher sur le web, qui va permettre de faire une recherche à côté d'un message sur lequel on voudrait avoir plus d'informations. Je ne sais pas si vous êtes allé sur Facebook également, si vous avez regardé, fait des recherches sur Covid-19 ou coronavirus. Le premier résultat que la plateforme vous sert, c'est un lien vers un centre d'information, vers un site du gouvernement. Twitter a fait exactement la même chose. Si vous faites des recherches sur le coronavirus, vous arrivez sur une page de recherche avec en haut un résultat qui est servi par la plateforme et qui est pareil, un lien vers un centre d'information avec un petit lien connaître les faits qui vous renvoie également vers soit le site de l'OMS, soit le site du gouvernement. Pour YouTube, comme d'hab, a dit qu'il ferait en sorte de mieux gérer la désinformation grâce à l'intelligence artificielle. Alors, toutes ces solutions sont bien, elles posent des questions sur le statut d'éditeur de ces plateformes, mais ça, c'est un autre débat. Et c'est bien, mais c'est pas forcément suffisant. La vraie barrière qu'on peut mettre qu'on peut ériger contre la circulation de l'information, en fait, c'est exercer son sens critique. Alors, je vais vous donner quelques petites astuces, enfin quelques conseils de base pour ça. La première chose, déjà, c'est quand on reçoit une information, que ce soit par mail, que ce soit
par WhatsApp, que ce soit sur Facebook, la première chose à faire, et j'ai fait une petite chose, un petit effet spécial digne de Hollywood, c'est de vérifier les sources, d'où vient l'information. C'est-à-dire que très souvent, vous avez reçu un mail qui dit attention, ça c'est une infirmière qui travaille au CHU de Lille ou autre. C'est pas ça qui fait la valeur d'une information. En fait, il y a quelques questions simples à poser à la personne qui vous transmet l'information. C'est de qui tu tiens l'information. Est-ce que c'est d'une amie qui tient l'information d'une amie qui connaît une infirmière qui bosse au CHU de Lille, auquel cas on peut être assez dubitatif sur la valeur de l'information. Est-ce que c'est toi qui transfères l'information? Auquel cas ça s'appelle une source primaire, puisque la personne vous transmet l'information de première main. Moi, je suis infirmière au CHU, je te dis que j'ai entendu ça. Ça, c'est autre chose. Et si par contre elle a obtenu d'une tierce personne, il faut lui demander, même si c'est un contact de confiance, parce que les gens ne font pas ça de manière malveillante, si cette tierce personne, la personne la connaît. Il faut absolument essayer d'identifier la source d'une information. Alors justement, avec BSF et Nothing to Hide, on a créé des fiches justement qui vous permettent d'identifier, de comprendre ce que c'est une source primaire, une source secondaire. Il y a une fiche qui s'appelle Comprendre ce qu'est une source sur le site des Voyageurs du numérique, qui justement vous fait un petit peu un topo plus large et plus approfondi que ce que je viens de vous expliquer, avec des exercices qui vous permettra de regarder un petit peu mieux, de comprendre mieux la notion de source. Alors, la deuxième chose vraiment importante à faire, c'est parfois vous recevez une information et on vous dit regarde ce site qui parle du coronavirus ou qui parle de tel ou tel autre type d'information. Et deuxième chose, c'est pas parce que c'est écrit sur un site web que c'est vrai. Et il y a quelques outils également qui vous permettent de vérifier la fiabilité d'un site web. Donc deuxième grande partie, avec toujours ces effets dignes de Hollywood. Comment est-ce qu'on s'assure de la fiabilité d'un site web? Alors, la première chose à faire, c'est de regarder les mentions légales du site. Tous les sites en France ont l'obligation d'avoir une partie mention légale qui comprend le nom de l'auteur du site, le nom de l'hébergeur et un moyen de les contacter. Déjà, ça donne une bonne information sur qui édite le site, et un site qui ne met pas ces mentions légales, c'est déjà un site qui n'est pas forcément une source d'information fiable. Après, il y a une petite astuce qui est assez intéressante, qui vous permet de savoir, de comprendre quelle est moi j'appelle ça la galaxie du site, c'est-à-dire quels sont les sites qui font des liens vers ce site-là, quels sont les articles qui font des liens vers ce site-là, afin de savoir à peu près dans quel contexte le site s'inscrit. Et là, je vais vous montrer une petite astuce assez simple à mettre en œuvre dans Google. Donc, je vais devoir partager mon écran. Et je vais vous montrer ce moteur de recherche qui s'appelle Google. Donc, il y a une petite astuce très simple à mettre en œuvre qui permet de savoir quels sont les sites qui font un lien vers ce site-là. Donc, en fait, c'est une petite astuce. On met URL du site .com moins site URL du site.com. Alors, je vais expliquer un petit peu. Par exemple, je veux savoir qui sont les sites qui font des liens vers le site de Bibliothèques sans frontières. Alors, je demande à Google, affiche-moi tous les liens, tous les gens qui font une recherche, tous les résultats qui comprennent bibliothèques sans frontières.org. Mais je veux que tu m'exclues les pages du site de Bibliothèques sans frontières. Ça va me permettre d'avoir tous les sites sauf Biblio sans frontières qui font des liens vers Biblio sans frontières. Donc, je lance ma recherche. Ah, alors déjà, ça n'a pas marché parce que je ne connais pas l'adresse du site de Bibliothèques sans frontières, honte à moi. Biblio sans frontières.org. Biblio sans frontières.org. Et cette petite astuce, ça va me permettre d'avoir à peu près
la galaxie des sites qui font des liens vers Bibliothèques sans frontières. Donc là, si je regarde, donc le premier site c'est Wikipédia, il y a Facebook, il y a Helloasso, il y a LinkedIn, etc., etc. Il y a la chance de lire, Goodreads. Donc ça va vous donner un peu une idée de des gens qui font confiance à ce site-là, des gens ou des gens qui ne font pas confiance. Il y a autre chose assez, un autre outil assez intéressant qui est ce sont deux sites. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est le site des décodeurs qui est un service du monde.fr et le site qui s'appelle Check News, qui est un service un service de Libération. Donc ces deux médias, Le Monde et Libération, ont mis en place des services de fact-checking qui permettent de vérifier quand on lance l'adresse d'un site, quand on entre l'adresse de site dans leur service, eh bien, par exemple, ça vous donne un espèce d'indice de fiabilité qui est calculé, enfin pas calculé, qui est créé par Le Monde ou Libération. Donc encore faut-il avoir confiance dans ces médias-là. On va dire que c'est des médias à peu près installés. Et je vais vous montrer vite fait comment. Je vais vous donner l'adresse vite fait. Je repartage mon écran. Et là, je vais vous faire, hop, ça c'est pour tout à l'heure, je viens de spoiler. Donc l'adresse c'est lemonde.fr/vérification et ça vous donne, vous avez une petite boîte de dialogue dans laquelle vous entrez le nom du site et ça vous donne une critique, on va dire tout comme des critiques de films, ou des critiques de livres, ce que les gens de ce service qui s'appelle le Décodex pensent du site. Alors c'est très en fait c'est aussi subjectif que Le Monde peut l'être. Par exemple, si je tape legorafi.fr, eh bien les décodex vont me dire que c'est un site satirique créé en 2012. Donc si vous voyez une info passer du Gorafi, aussi drôle soit-elle, sachez que c'est un site satirique. Je vais vous faire la même avec le service de Check News de Libération. En fait, Check News, c'est un service, on peut demander, en fait, à l'équipe de Check News, qui est une équipe de journalistes, on peut leur demander de vérifier, on peut leur poser une question directement pour que eux mettent en œuvre leurs ressources pour aller vérifier l'information. Donc, si vous avez une information farfelue qui circule sur telle ou telle information concernant ou le coronavirus ou un autre sujet, vous pouvez aller sur ce site et leur poser une question. Ils sont assez, ils sont pas extrêmement nombreux, mais en général, ils essayent de choisir des sujets qui sont d'intérêt généraux, donc n'hésitez pas à poser votre question là-dessus. Alors, il y a aussi, je sais pas si vous avez vu, il y a pas longtemps, il y a un site qui s'appelle Factuel AFP. L'AFP a aussi un service de fact-checking qui est assez intéressant et qui a publié une information toujours sur le coronavirus. On avait vu un bus à Marseille complètement plein, avec les gens assez entassés et on ne savait pas si c'était une photo qui avait été prise avant la décision de la mise en confinement de la population ou après. Donc le site de AFP est allé chercher l'information et vous a publié un petit article en expliquant que c'est une photo qui a été bel et bien prise pendant le confinement. Le problème, c'est qu'on n'a pas toujours la possibilité d'avoir un article si une information vous arrive. Il n'y a pas forcément les décodeurs ou Check News qui a fait un article dessus. Et là, on va voir comment est-ce qu'on peut essayer de vérifier nous-mêmes la validité, la véracité d'une photo ou d'une vidéo, parce qu'il y a énormément de fake news aussi qui circulent avec, qui utilisent comme média le détournement d'une photo qui a été prise il y a 2 ans, par exemple, une photo de bus complètement blindé et qui est postée sur les réseaux sociaux en disant attention, regardez, ces gens sont dans un bus, ils sont complètement serrés, ils respectent pas les mesures barrières. Et comment on fait pour s'assurer que cette photo est véridique ou non?
Alors, c'est la troisième partie. C'est comment est-ce qu'on s'assure de la véracité de photos ou de vidéos. Alors, toujours, il y a des petits outils assez simples qui vous permettent d'utiliser une fonctionnalité de recherche assez utile, qui est ce qu'on appelle la recherche par image inversée. C'est-à-dire que quand vous faites une recherche sur Internet, vous entrez dans un moteur de recherche type DuckDuckGo ou Qwant votre requête, vous dites, vous tapez votre texte et vous avez des résultats. La recherche par image inversée, c'est un peu différent. Vous allez aller sur un site, vous allez entrer une image ou l'URL d'une image. Vous allez uploader une image depuis votre ordinateur ou entrer une URL. Et le site que vous allez utiliser va vous donner l'ensemble des sites qui ont déjà publié cette photo. Il va faire une recherche et vous dire cette photo a été publiée sur ce site, ce site, ce site. Et comme ça, vous allez réussir à pouvoir remonter jusqu'à l'origine de la publication de cette photo. Alors, les sites qui vous permettent de faire ça, moi, celui que je préfère, c'est un site qui s'appelle yandex.com, qui est, à mon sens, le plus performant dans avec cette fonctionnalité-là. Alors, je vais repartager mon écran pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc Yandex, l'adresse est yandex.com, yandex.com. J'arrive sur la page d'accueil, je vais sur la fonction image. Et ici, à côté du bouton search, j'ai un petit appareil photo. Et c'est ça qui va me permettre de faire une recherche inversée. Donc, je vais lui soit demander de vérifier une image que je vais uploader depuis mon ordinateur ou entrer une adresse d'image. Alors, par exemple, il y a un fake qui a pas mal circulé il y a quelques années sous le quinquennat de François Hollande que je trouve ultra intéressant. Pas le quinquennat, c'est pas le débat, mais le fake en question. C'était cette photo qui circulait, qui expliquait que c'était un pilote de l'armée française qui, pour protester contre François Hollande et son quinquennat, avait s'était filmé dans un avion avec cette photo Hollande démission. Alors, pour vérifier si cette photo est vraie ou pas, donc ce que je vais faire, c'est je vais copier l'URL de la photo et je vais la coller dans le champ de recherche de Yandex. Et Yandex va m'afficher tous les sites qui ont publié cette photo précédemment. Donc, il prend un petit peu de temps parce qu'il y a pas mal de sites qui ont dû le faire. Et vous avez toutes les images similaires. Et parmi les premières qu'on peut voir, eh bien, il y a celle-ci, qui est une image de ce même pilote, en fait, qui n'était pas du tout un pilote de l'armée de l'air français, qui était un pilote de l'armée de l'air américain, et qui a fait sa demande en mariage à sa future femme, comme ça, dans son avion, avec un petit papier. Il lui disait Mary, will you marry me, etc., etc. Donc en plus c'est une histoire mignonne, donc c'était plutôt un fake en fait assez réussi. Donc c'était complètement bidon. Alors, vous pouvez faire ça aussi avec des vidéos. Il y a parce que parfois, si vous recevez des vidéos et pour aller voir si la vidéo a été publiée précédemment ailleurs, il y a un autre site qui est extrêmement intéressant, qui est un service de Amnesty International qui s'appelle citizenevidence.amnestyusa.org. Donc, je vais vous montrer également comment ça fonctionne, ou au moins juste l'adresse. Donc, j'espère que vous voyez mon écran. Et voilà, l'adresse est citizenevidence.amnestyusa.org. C'est exactement le même principe, sauf que ici, le site nous demande d'entrer l'URL d'une vidéo qu'on récupère sur YouTube. Et en fait, quand on entre l'URL de la vidéo, le site nous va chercher, tout comme la recherche inversée par image,
tous les sites qui ont la même vignette de publication de la vidéo. Parce que vous savez, quand vous publiez une vidéo sur YouTube, il y a une petite vignette, il y a une image qui est sélectionnée pour avant le lancement de la vidéo. C'est sur cette image que ce site va faire la recherche. Et c'est assez efficace, ça vous permet de retrouver quels sites ont publié ou non une vidéo. Vraiment, ces deux services extrêmement sont assez utiles et extrêmement utiles pour vérifier la provenance de photos ou de vidéos. Alors évidemment, tout ça, c'est quelques petites astuces, mais la dernière chose vraiment essentielle à exercer, c'est votre sens critique, c'est-à-dire que ce qu'il faut savoir faire, c'est donc croiser vos sources, croiser vos informations. Par exemple, si dans votre timeline Twitter ou Facebook, vous voyez passer une information choc ou une news importante sur une thématique, on va reprendre la thématique du moment, le coronavirus, la première chose à faire, c'est même avant d'aller vérifier l'origine de la photo, avant d'aller vérifier l'origine du site qui publierait éventuellement l'information, c'est d'aller vérifier l'auteur, d'aller chercher quelques informations sur le profil qui a tweeté ça. Alors c'est très simple, vous pouvez aller donc sur Facebook, vous savez le faire, vous cliquez sur le nom de la personne, vous allez voir la catégorie à propos, exactement comme on ferait avec un site internet, quand je vous ai décrit la méthode qui permet d'aller vérifier dans les mentions légales. Sur Twitter, c'est pareil, vous allez voir le profil de la personne. Sur Insta, c'est pareil également. Et par exemple, si vous tombez sur quelqu'un qui publie dans son feed Twitter, Insta ou Facebook régulièrement des photos de chemtrail, vous savez, c'est les avions à réaction laissent une trace de fumée derrière eux que des gens qui sont un peu complotistes appellent des chemtrails, puisqu'ils pensent que c'est des produits chimiques qui sont diffusés, qui sont envoyés sur la population. Et si cette personne est également un platiste, donc c'est les gens qui pensent que la Terre est plate, on peut alors se demander si l'information qu'il partage est vraiment solide et fiable. Alors moi je dis pas que les gens n'ont pas le droit de croire ce qu'ils veulent, mais ça vous donne au moins une indication de l'univers mental de la personne qui partage cette information. Alors justement sur le site des voyageurs du numérique, on a également une petite fiche avec plein d'exercices qui vous permet de vérifier, de vous exercer à vérifier la fiabilité d'une information. C'est une fiche sur le fact-checking. Donc, vous allez sur le site Voyageurs du numérique, vous tapez fact-checking et vous allez pouvoir accéder à cette fiche qui vous donne plein de petits exercices pour vérifier la véracité d'une information. Il y a pas mal de photos à tester, de vidéos à tester. Ce que je vous propose, c'est de mettre en lien également c'est les liens vers les fiches du voyageur du numérique sur la page Facebook de BSF et n'hésitez pas à les faire. Il y a 4-5 fiches des voyageurs du numérique qui sont plutôt bien faites sur le sujet de la vérification des informations. Alors juste pour conclure, je vais vous montrer un petit compte Twitter qui est mon compte Twitter préféré du moment. Ça s'appelle Complot Facile. Je vais essayer de repartager mon écran. Hop, c'est parti. Non, mauvaise fenêtre. Alors, le site, le compte Twitter Complot Facile, il est assez drôle. Parce qu'il référence un peu tous les complots les plus rigolos et farfelus du moment. Donc vraiment, je vous invite, après avoir regardé le journal de 20h ou après avoir regardé trop de BFM TV, allez faire un petit tour sur Complot Facile. C'est quelque chose qui va un petit peu vous remonter le moral. Alors, dernière chose aussi,
tout ça, toutes ces fiches que vous allez pouvoir trouver sur le site des Voyageurs du numérique, ces lives de BSF qui sont organisés pour l'école à la maison, pour l'éducation, pour cette petite partie aujourd'hui sur la fake news. Eh bien, pour continuer à faire en sorte qu'on puisse les faire, ça serait vraiment super si vous pouviez soutenir Bibliothèques sans frontières et aller sur le site et faire un petit don pour qu'on puisse nous continuer à publier ces fiches, ces lives et ces petits conseils pratiques. Voilà, moi j'en ai fini pour ce petit tour d'horizon sur les fake news. Et si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Merci beaucoup, Grégoire, pour cet exposé hyper éclairant sur la question des fake news. Effectivement, on vous invite à nous poser et à poser à Grégoire surtout vos questions directement dans le chat. Grégoire, il y en a eu quelques-unes pendant que tu parlais. Si tu permets, je vais te les poser. Nous avons une première question de Paul qui nous demande, qui nous dit, une question me taraude, quelles sont les motivations de ceux qui créent les fake news? Ouais, écoute, Paul, j'ai exactement la même question. Je n'en ai aucune idée. Je me demande à chaque fois pourquoi des gens prennent une image précédente d'une explosion, par exemple, qui a lieu avant l'histoire du Lubrizol et pourquoi ils la repostent au moment de Lubrizol en disant que c'est une photo que j'ai pu prendre à ce moment-là. Alors, je n'en ai aucune idée. Moi, je fais que des suppositions. Est-ce que c'est une histoire d'ego, une histoire du bris? Vraiment, je ne sais, je sais vraiment pas. C'est extrêmement étrange. Je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup, Grégoire. Et puis après, il y a aussi tous ces mécanismes qui font qu'on a tendance à cliquer sur ces rumeurs qui sont un peu sensationnalistes, qui ont tendance à générer des clics. Il y a quand même toute une économie aussi derrière du web qui peut renforcer un petit peu Ouais. cette tendance-là. Oui, alors après, il y a aussi un autre débat qui est que les plateformes type Facebook, Twitter et autres ont un côté ultra addictif qui fait que on clique plutôt sur des news sensationnelles. Si moi je poste sur Twitter une information en disant que j'ai bien mangé, tout le monde s'en fout. Si je poste une information qui dit oh là là, j'ai une nouvelle info terrible et inédite sur le coronavirus, je sais que je vais avoir énormément de likes et de retweets. Et en fait, ça va, vous savez, doper mon taux de dopamine, cette petite hormone qui est déclenchée le nombre d'interactions, le nombre de likes qu'on peut recevoir, qui est une espèce d'hormone du plaisir et qui nous fait sentir bien, qui est un peu la mécanique utilisée par les réseaux sociaux pour faire en sorte que les gens reviennent. C'est aussi une des motivations. Oui, et je balance un gros bobard pour que les gens puissent me retweeter. Et que moi, ça me fasse plaisir. Ça flatte l'ego et ça dope mon taux de dopamine. Merci Grégoire. On a aussi une question de Sophie qui nous dit « J'avais l'habitude de vérifier sur le site hoaxbuster.com la validité d'une news. Est-ce toujours d'actualité ou y a-t-il mieux comme référence ?» Alors, Oxbuster, oui, j'en ai pas parlé, j'aurais dû. On en parle dans les fiches des voyageurs du numérique. C'est une très bonne ressource pour vérifier les fake news. D'ailleurs, Oxbuster, c'est une histoire très intéressante. C'est un site qui existe depuis 17 ans maintenant. Et c'est extrêmement intéressant la longévité de ce site parce que ça nous fait comprendre et réaliser que les fake news, c'est pas quelque chose qui est apparu avec Facebook ou avec Twitter ou avec Instagram. C'est un phénomène qui existe depuis très longtemps. Avant, c'était des chaînes de mails. La différence entre la situation il y a 17 ans et la situation aujourd'hui, c'est que les fake news circulent beaucoup plus vite. Donc, on a l'impression que c'est un phénomène nouveau, mais ça ne l'est absolument pas. En témoigne la longévité de Oxbuster, qui est un très bon site. Super, merci beaucoup Grégoire. On a aussi une question de Bernard Brunon que je ne suis pas tout à fait sûre de bien comprendre. Bernard, si vous êtes toujours en ligne, n'hésitez pas à nous préciser ce que vous avez en tête, qui nous demande comment fait-on pour sécuriser une confinerie. Grégoire, je ne sais pas si ça te... Merci beaucoup pour cette question, Bernard. Alors, la confinerie, c'est en fait c'est un appartement dans lequel des gens se confinent. C'est comme ça que D'accord, je le très bien, comprends. merci. Comment on fait pour sécuriser une confinerie? Je ne sais pas. Et dis-moi, Grégoire, je crois qu'il y a eu à un moment donné pas mal d'espoir sur
le fait que l'intelligence artificielle allait réussir à débusquer et à éviter les fake news sur des plateformes comme Facebook, YouTube, Twitter. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors moi, je suis assez critique de ce qu'on appelle le solutionnisme technique. En fait, c'est les grosses entreprises, les entreprises de la big tech de la Silicon Valley, en fait, sont à la fois, à mon sens, un peu juges et partis, responsables et pompiers, parce que Facebook, c'est l'une des plateformes sur lesquelles circule le plus de fake news, et YouTube. YouTube, c'est un gros problème. Et parce que ces plateformes vivent de l'engagement de leurs utilisateurs. C'est-à-dire que moi, si je suis sur Facebook, plus je vais cliquer sur des vidéos, plus je vais partager des vidéos ou sur YouTube, plus YouTube et Facebook aura des informations me concernant et pourra créer un profil marketing qu'ils partageront avec d'autres personnes. Donc, à la fois, c'est leur modèle économique, et à la fois, quand il y a beaucoup d'informations qui circulent, de fausses informations qui circulent sur Facebook ou YouTube, YouTube et Facebook disent nous, on va mettre en œuvre des algorithmes d'intelligence artificielle pour limiter la circulation de ces informations. Après, il y a quand même eu pas mal de polémiques sur YouTube qui, il y a quelques années, s'est vu reprocher en interne par des gens de YouTube de ne pas prendre assez de précautions, justement parce qu'ils s'étaient fixé un objectif économique d'atteindre, je ne sais plus, un milliard d'utilisateurs à ce moment-là, et d'avoir sciemment laissé circuler certaines fake news. Donc il y a ça, en fait, c'est assez incompatible avec le modèle économique, donc c'est pour ça que la barrière contre la désinformation, elle est un peu du côté des grosses plateformes, beaucoup du côté des utilisateurs, de leur sens critique. Et il y a aussi un autre souci, c'est que c'est pas l'intelligence artificielle ne résout pas tous les problèmes. Il n'y a pas d'algorithme d'intelligence artificielle aujourd'hui qui est en capacité de comprendre, par exemple, l'ironie ou l'humour. Donc, c'est des choses qui, de toute façon, vont, si on les met largement en œuvre, générer ce qu'on appelle des faux positifs. C'est-à-dire que moi, je vais partager, par exemple, quelque chose sur Twitter en disant attention, le coronavirus m'a tué, tué, T-U-E-R, qui est éventuellement une référence à Omar Haddad Matoué, qui était une histoire qui date d'il y a quelques années. Twitter, pour faire cesser la circulation des fake news, et c'est très heureux de leur part, supprime des informations fausses sur le coronavirus, mais il pourrait tout à fait considérer, un algorithme pourrait tout à fait considérer que le coronavirus m'a tué, c'est une information fausse sur le coronavirus, et il ne comprendra pas les références à quelque chose que lui ne peut pas connaître. Donc c'est pas magique l'intelligence artificielle, ça génère encore beaucoup trop de faux positifs. Oui, effectivement, de toute façon, l'intelligence artificielle, enfin, tous ces algorithmes sont programmés par des humains qui en fixent les règles. Après, l'algorithme peut effectivement apprendre tout seul, mais la meilleure défense contre les fake news, ça reste de développer justement ces compétences, celles que Grégoire nous a démontrées tout à l'heure, ces compétences qui permettent de vérifier l'information, de checker ses sources, de les croiser, etc. Et les plateformes comme tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, YouTube, etc., ne sont jamais que des canaux, que des médias, et c'est à charge du grand public de justement déchiffrer le vrai du faux, de détecter les rumeurs. Et Grégoire, dis-moi, en parlant d'intelligence artificielle, il y a eu toute une vague d'inquiétude je dirais l'automne, l'été dernier, autour de ce qu'on a appelé les deepfakes. Tu peux nous dire de quoi il s'agit? Oui, alors c'est quelque chose c'est un phénomène qui va monter en puissance. Les deepfakes, si c'est bien ce à quoi je pense que tu fais référence, ce sont des vidéos trafiquées. C'est-à-dire qu'avant, ce qui était très facile, c'était de faire un montage photo. N'importe qui ayant quelques compétences dans un outil de retouche photo type Photoshop pouvait, par exemple, prendre ma tête et la mettre sur le corps d'un athlète ultra bodybuildé. Car je ne suis pas un athlète ultra bodybuildé, et dire voilà, Grégoire fait la muscu. Aujourd'hui, les deepfakes, on peut faire la même chose avec des vidéos, c'est-à-dire qu'on peut, il y a une ou deux vidéos qui ont circulé pour montrer un peu
ce qu'on était en capacité de faire. On voit notamment une vidéo de Barack Obama qui tient un discours complet, qui a été recréé à partir d'images et de bouts de vidéo de Barack Obama faisant un discours, sauf que le discours qu'il tient dans ce deepfake, en fait, il ne l'a jamais tenu. Donc c'est-à-dire qu'on peut faire des vidéos complètement fausses et qui ont l'air complètement vraies. C'est pas des images de synthèse, ce sont des vraies images de vidéo, et c'est ça qu'on appelle les deepfakes. Et donc là, contre les deepfakes, comment s'en prémunir? Encore une fois, vérifier l'origine de, quel que soit la forme que prend la fausse information, que ce soit un montage photo ou un deepfake, les règles de vérification des sources s'appliquent de la même manière. Si vous voyez un deepfake, un discours de Barack Obama qui dit qu'il faut brûler des voitures, regardez qui l'a publié, regardez quelle est l'origine de ce discours, allez voir sur, par exemple, le site de sa fondation, s'il y a un discours qui a été publié, contactez-le. Alors Barack Obama, c'est un peu compliqué, mais contactez, je sais pas, sa fondation. Il y a toujours un moyen de vérifier. Bon, c'est plus ou moins long, mais en effet, les deepfakes, c'est quelque chose un phénomène qui va certainement monter en puissance. Merci beaucoup, Grégoire. On a une question aussi d'Yvan qui nous demande si les mentions légales d'un site sont ou non obligatoires. Oui, les mentions obligatoires d'un site sont obligatoires pour un site hébergé en France. Il y a beaucoup de sites qui ne mettent pas. Bon, ça dénote un peu en général du sérieux d'un site. Un site qui met pas ses mentions légales, c'est un site qui est pas, je vais pas dire fait par des professionnels, mais c'est pas ça. Mais donc c'est quand même un indicateur de qualité. Par contre, le souci, c'est que si un site ne met pas ses mentions légales, il n'est pas pour autant interdit de publier sur Internet. Je veux dire, il n'y a pas une police des mentions légales qui existe. C'est un indicateur. Super, merci beaucoup, Grégoire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à continuer à les poser dans le chat. Nous continuerons de les prendre. Grégoire, tu nous as cité quelques sites où on peut justement trouver des fiches d'activités, des activités pédagogiques, ludiques, pour essayer d'apprendre à détecter les fake news. Je vous ai parlé des Voyageurs du numérique. Voyageurs du numérique, c'est un programme de Bibliothèques sans frontières qui vise à initier le grand public, les enfants, les adolescents, mais aussi les adultes sur les enjeux, la citoyenneté numérique et toutes ces compétences si utiles aujourd'hui. Mais vous trouverez sur ce site évidemment des activités à tester à la maison avec vos enfants et peut-être une petite suggestion pour la journée. La meilleure façon de se rendre compte à quel point il est facile de créer des fake news, c'est de donner la main à vos enfants finalement pour créer des news qui circulent sur Internet. Alors, il y a pas mal de sites pédagogiques qui vous permettent de faire ça, de faire des unes de journaux, d'apprendre à faire une émission télé, à créer des médias, etc. C'est, je pense, une façon de les mettre en situation d'acteurs et de vite voir que finalement, créer de la fausse information, c'est en réalité relativement simple. Sur Nothing to Hide aussi, Grégoire, vous avez beaucoup de ressources. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, sur Nothing to Hide, on publie nothingtohide.org, nothing2hide.org. On publie beaucoup de fiches pédagogiques. En fait, c'est les fiches pédagogiques qui sont publiées également chez les Voyageurs du numérique. Nous, on les publie également chez nous, c'est un projet commun. Et notamment, il y a tout un parcours sur la fabrique de l'information, et il y a une super fiche pédagogique sur les Voyageurs du numérique et sur Nothing to Hide qui apprend aux enfants à faire une fausse une. Parce que comme tu le disais, Moucheng, l'un des meilleurs moyens de comprendre à quel point c'est facile de créer une fausse information, c'est de comprendre comment, et un des meilleurs moyens de les déceler, c'est de comprendre comment on fabrique l'information. Il y a également tout un parcours assez intéressant qui regroupe plusieurs fiches pédagogiques. Il y a un parcours qui s'appelle la fabrique de l'information, qui en plusieurs ateliers vous apprend. C'est un atelier qu'on peut faire avec des ados ou des enfants un peu plus jeunes, qui vous apprend comment on crée l'information. Donc on s'organise en petites rédactions et comment on fait une conférence de rédaction, comment est-ce qu'on publie, comment on se vérifie, etc. Il y a ce parcours-là qui est super intéressant sur les Voyageurs du numérique. Et tout ce que je vous ai raconté dans mon exposé un peu professoral tout à l'heure, en fait, on l'a publié chez Nothing to Hide dans un article
qui s'appelle, qui est le deuxième article, l'avant-dernier qu'on a publié, qui est contre le coronavirus, vérifier les informations. Donc allez, si vous faites une recherche sur un moteur de recherche, nothingtwhite.org, coronavirus fake news, vous allez tomber sur l'article que je vous ai un peu détaillé, avec tous les liens que je vous ai fournis. Donc on vous les publiera également sur la page Facebook de BASF. Merci beaucoup Grégoire. Pour retrouver d'autres idées d'activités, n'hésitez pas à visiter des sites comme celui du CLEMI, qui est le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, celui des voyageurs du numérique dont on a déjà parlé. J'ai aussi trouvé un site extrêmement intéressant créé par une enseignante belge qui s'appelle pensée-critique.be, où vous trouverez un ensemble de ressources, d'activités, d'outils pour déjouer les pièges de la désinformation. Donc n'hésitez pas à visiter le site internet de Bibliothèques sans frontières, www.bibliosansfrontières.org ou .be pour la Belgique. Vous y trouverez toutes ces ressources. Merci énormément Grégoire pour cette discussion aujourd'hui. Est-ce que tu as un mot de la fin à nous partager sur les fake news? Les fake news, méfiez-vous-en, c'est mal. Merci Grégoire. Pas de mot de la fin particulièrement, surtout s'il y a une chose à retenir, c'est qu'il faut vraiment exercer son sens critique. On en a tous un, et spécialement aujourd'hui où on est dans un moment où les informations circulent très très vite, le sens critique est d'autant plus important. Et c'est parfois une question vitale de diffuser, de vérifier les sources de ces informations, notamment en période de crise sanitaire, éviter de créer davantage de panique ou de susciter des comportements dangereux en diffusant des informations qui ne sont pas véridiques. Donc n'hésitez pas à exercer votre sens critique. Ce sont finalement des compétences qui sont bien utiles, aussi bien sur le net que dans beaucoup d'autres contextes. Merci beaucoup Grégoire, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Je vous invite à nous retrouver sur notre page Facebook Bibliothèques sans frontières. Merci également à nos partenaires de nous avoir relayés sur la page #Ensemble à la maison. Vous nous retrouverez demain matin à 10h10, cette fois-ci pour parler activités culturelles et créatives à faire à la maison avec ses enfants et toutes ces expositions qu'on peut faire depuis son salon. Et demain soir, nous avons la chance de recevoir un historien, Frédéric Régent, qui viendra justement nous parler du rôle des épidémies dans l'histoire de l'esclavagisme. Donc rendez-vous demain matin à 10h10 et demain après-midi à 17h30 pour de nouvelles conférences. Merci encore à toutes et à tous. Merci beaucoup Grégoire et très bonne journée à tous.